Bonjour à tous et bienvenue à la Cloud Week Paris 2022, l'événement autour du cloud. On accueille tout de suite Francis Veil, président d'Eurocloud France. Merci beaucoup Patrick et merci aussi de nous accompagner dans cet événement et dans l'animation de cet événement. Eurocloud France est une association qui a plus de 20 ans. Cet événement de la Cloud Week est la 6e et on est très content, très fier de pouvoir organiser cet événement et de représenter l'écosystème des acteurs du cloud en France. Eurocloud représente la quasi-totalité de ces acteurs. À peu près 100 entreprises sont membres adhérents d'Eurocloud. Donc c'est tout un écosystème qui est derrière et qui a permis d'organiser cet événement. Cet événement organisé sur 3 journées, comme vous le savez. Cette première journée donc, que l'on ouvre ce matin aura pour objet l'innovation. 3 sujets particuliers, le Web 3.0, le quantique et l'IA, évidemment. Donc, ça va être absolument passionnant, une vingtaine d'intervenants, 2 tables rondes. Donc, j'ai vraiment hâte de participer, Patrick, avec vous à cette journée. Merci Francis. Alors, l'innovation au service du cloud, c'est parti pour la Cloud Week. Aujourd'hui, un thème autour du cloud au service de l'innovation. Et on attaque en beauté. On est avec Hugo Cherry, qui travaille chez Meta, qui est plus précisément Head of the Creative Shop, tout ce qui est la créativité qui peut être faite au sein de Meta. Bonjour Hugo. Bonjour Patrick. On attaque en beauté, pourquoi? Parce qu'on va parler du métaverse. Alors Hugo, quand on parle du Web 3 ou alors du métaverse, est-ce que vous pouvez un peu nous redessiner de quoi on parle? Je vais commencer par une définition un peu technique. Ce sont des espaces numériques interconnectés. Et là, je donne ma définition de tout ça, c'est de l'accessibilité. Sur 2 niveaux. Le premier, c'est la présence. Présence dans des espaces dans lesquels les limites du monde physique ne nous laisseraient pas être présents. Et ma deuxième accessibilité, c'est aux individus. Rencontrer des individus, une fois de plus, qu'on ne pourrait pas rencontrer par les limitations du temps et de l'espace dans lequel on se trouve. Donc le métavers, c'est surtout de l'accès. Et c'est sur cela que nous sommes en train de construire notre participation dans le métavers. C'est un autre point important. Meta ne va pas être propriétaire ni le seul constructeur du métavers. Meta va participer avec d'autres entreprises, avec les individus, avec les institutions, à la création de ce fameux Web 3, qui ne va pas d'ailleurs remplacer le Web 2, mais plutôt l'absorber, comme le Web 2 a absorbé le Web 1. Donc d'une certaine façon aussi, je voudrais parler de continuité. Alors vous, par rapport à votre travail, Head of Creative Shop, qu'est-ce que vous apportez, avant qu'on parle de votre vision, c'est quoi votre travail par rapport à cet univers? Et c'est une très bonne question. Nous venons d'un métier qui est le métier publicitaire. Et jusque-là, les limites de notre travail se faisaient vraiment dans la campagne publicitaire. Et sur des plateformes que vous connaissez très bien, qui sont et seront pour le futur les plateformes de Meta aussi. Facebook, Instagram, Messenger. Aujourd'hui, cet espace pour les marques publicitaires, dans le métavers, va un peu briser les limites de ce qui était l'annonce classique. Donc nous ne serons plus dans la vidéo postée sur un fil d'actualité, la story, le risque. Nous serons aussi là, mais en plus, dans la possibilité de la marque d'occuper ces fameux espaces et d'établir des relations intéressantes pour les individus. Donc, il y a une exploration nouvelle pour la publicité et pour l'activité des marques. Comment être présente et amener des contenus intéressants pour les individus dans ces espaces virtuels. Et c'est là que le travail de mon équipe évolue, notamment avec Horizon Wars, qui vient d'ailleurs d'être lancé en France et qui permet sur Oculus de construire des mondes. Quand je dis monde, je ne pense pas à des planètes, mais plutôt à des espaces qui peuvent être évidemment des espaces de marque. D'accord. Et quelle est votre vision alors par rapport à tout ça? Ma vision par rapport à tout ça est celle du potentiel et des possibilités. D'abord, les possibilités pour les individus et aussi les possibilités pour les entreprises dans leur relation avec les individus. Et quand je dis possibilités, je vous invite aussi, une fois de plus, en continuité entre le Web 2 et le Web 3, à penser déjà aux usages qu'on peut faire de quelque chose qui est un pont vers le métavers. Par exemple, la réalité augmentée. Par la réalité augmentée, nous pouvons avoir des applications ludiques, les fameux filtres dans lesquels on joue avec des masques, mais aussi des applications qui sont déjà des applications avec un grand potentiel pour les entreprises. Par exemple, l'usage pour la beauté.
des filtres pour pouvoir essayer des produits sans être présent en boutique. Je crois que la pandémie et la situation générale ont accéléré tout ça. On a appris à avoir des relations virtuelles et un usage du virtuel en remplacement à l'époque du lockdown des expériences réelles et aujourd'hui plutôt en complément. Et sur cela, déjà aujourd'hui, sur des plateformes comme Instagram ou Facebook, nous avons des ponts vers le métavers. Et j'insiste, la réalité augmentée, les filtres sont déjà une image de ces espaces accessibles qui rajoutent des éléments à l'espace physique. Si là, vous me parliez un petit peu de ces nouvelles approches, quel retour vous avez sur les gens quand vous proposez ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, il est important de savoir que la plupart des retours que nous avons, ce sont des retours d'usage. C'est-à-dire, plus que des commentaires ou des messages directs qu'ils envoient à Meta, c'est par l'usage qu'ils font de nos produits que nous apprenons tous les jours. Et d'ailleurs, notre manière d'innover et de développer, depuis toujours, ça s'applique aussi à notre toute première application qui était Facebook et qui est encore Facebook. Les stimuli, les messages, les signaux envoyés par les individus dans leur usage quotidien ont guidé nos ingénieurs pour développer dans une direction ou l'autre. Et aussi du côté du métavers, notamment, je citais Horizon World, parce que les individus, et plus spécialement les créateurs, donc ceux qui en plus ont une activité créative, artistique ou scientifique, l'usage que ces individus vont faire va nous guider pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour eux, qu'est-ce qui va vraiment leur amener des bénéfices, et sûrement notre recherche et notre développement vont partir dans ces directions-là. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire, la gouvernance de cette innovation et ce développement appartient aux individus. Et aux usagers. Et aux usagers, oui. Et en fait, quand on parle des pros, puisqu'il y a beaucoup de pros qui nous écoutent, quelles sont pour vous les perspectives qui s'annoncent pour eux? Vous avez déjà donné des exemples, mais de manière plus générale, quelle perspective annonce ce métaverse? Ouais. Je vais commencer par quelque chose qui est vraiment interne à l'entreprise. Et c'est l'usage des espaces du métavers comme une manière de mieux travailler ensemble au sein d'une entreprise. Je vous cite un exemple, Workrooms. Horizon Workrooms est un outil exactement comme l'espace dans lequel nous sommes, mais virtuel, dans lequel votre avatar et le mien pourraient être ensemble aujourd'hui. Et à la fin de la pandémie, quand on commençait à travailler en mode hybride, et une partie de mon équipe était encore en distanciel et l'autre était déjà présente dans nos bureaux, j'ai voulu tester Workrooms comme une manière de reconstruire un peu le lien qui était devenu plus complexe, plus compliqué pendant la pandémie. Ça marche très bien. Et on est des avatars, nous sommes dans une pièce virtuelle, nous nous rencontrons sous cette forme, nous avons des conversations et des réunions, et tous les feedbacks que j'ai eus de mon équipe sont très positifs. Ils se sentent plus proches les uns des autres, ils sentent qu'on a été ensemble. Pour moi, c'est une preuve très tangible, excusez-moi de faire un exemple un peu personnel, mais c'est une preuve tangible que ces outils fonctionnent. Ça montre que le cloud aussi est un univers qui permet de recréer le lien, donc c'est hyper important. Absolument. Sans jamais remplacer l'expérience physique. Le plaisir d'être avec vous aujourd'hui n'est pas remplaçable par une expérience virtuelle. Mais si je n'avais pas pu être là, je vous promets, les outils que le métavers offre, ils nous approchent beaucoup de cette expérience. Surtout par le son, d'ailleurs. Donc, mon premier point pour les entreprises, c'est utilisons ces espaces pour construire le lien et pour mieux travailler en équipe. Il y aura de plus en plus d'outils dirigés à ça. Et pour le monde extérieur, d'abord, travaillons sur les plateformes actuelles où il y a déjà ce que j'ai appelé ces ponts vers le métavers. Le messaging par l'intelligence artificielle, par exemple. Pour le business-to-business et aussi pour le business-to-consumer, on peut utiliser des bots sur WhatsApp, sur Messenger, qui permettent une communication fluide et qui créent aussi des espaces d'interaction avec les individus sans besoin d'être en présentiel. La réalité augmentée que j'ai citée et l'usage des filtres, au-delà de l'entertainment et du ludique, des filtres qui deviennent utiles, par exemple, pour montrer un produit, pour placer un produit dans l'espace. Et quand on pousse ça un peu plus loin et on rentre dans le monde du vrai virtuel, évidemment, je pense aux médecins, je pense aux architectes, à des métiers qui vont vraiment profiter d'ores et déjà de ces univers de réalité virtuelle, non seulement pour simuler la réalité, mais pour la rendre d'une certaine façon tangible quand elle n'existe pas encore. Un architecte qui montre un projet, qui fait visiter un projet en réalité virtuelle, aura des outils extraordinaires par rapport à ce qu'aujourd'hui a été le monde de la maquette ou des plans qu'on montre. Donc, d'ores et déjà, il y a des métiers. J'ai envie de dire l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc, l'architecture et la médecine vont vraiment profiter de ces univers virtuels dans lesquels on peut accéder à des espaces imaginés. Alors, on a un champ des possibles qui est énorme. Pour terminer, Hugo, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu quelle est votre proposition chez Meta sur ces sujets-là, assez rapidement, et puis surtout, quelle est votre vision pour qu'on puisse un petit peu
voir ce qui nous attend, entre guillemets? J'ai envie de dire que notre proposition est une invitation au voyage. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de figé. Meta n'a pas dessiné ce métavers et décidé d'ores et déjà comme il va être pour après le construire. C'est un univers collaboratif. Et d'ailleurs, le Metaverse Standard Forum a déjà été créé. Google, Microsoft et d'autres entreprises en font partie. Nous allons créer cette interconnectivité. L'idée est celle d'être ensemble, mais aussi de travailler ensemble et de développer. Donc, il y a une proposition qui est celle d'explorer ensemble jusqu'où on peut arriver dans cette construction. Et au niveau de ce qui est la vision, là, c'est le créatif et le publicitaire qui parlent. Donc, je reviens à mon métier. C'est un énorme potentiel pour les marques. C'est un énorme potentiel pour la communication. Des espaces nouveaux, ça veut dire aussi des espaces nouveaux pour pouvoir établir des relations avec les individus, construire une marque, montrer des produits, développer des produits, penser aux NFT, qui pourront être commercialisés et qui n'existent pas dans le monde réel. Donc, on multiplie les possibilités de business pour les petites entreprises et aussi pour les grandes entreprises, bien évidemment. Et pour les individus. Et pour les individus. Hugo, merci, c'était passionnant, comme toujours. Merci beaucoup. Merci à vous et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle séquence passionnante aussi. On se retrouve sur cette matinée spéciale autour du cloud au service de l'innovation. Quand on parle d'innovation, on parle également de machine learning et d'intelligence artificielle. On a avec nous Vincent Perrin. Bonjour Vincent. Bonjour Patrick. Alors Vincent, vous êtes CTO écosystème chez IBM. J'aurais tendance à vous poser une première question en fait. Quelle est votre vision de l'éthique de l'intelligence artificielle ? Déjà, je pense que c'est un sujet clé pour l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et on le prend dans l'organisation dans laquelle je suis chez IBM. On a toujours souhaité accompagner les organisations sur une adoption saine de l'intelligence artificielle. Et dans cette notion d'intelligence artificielle et de cette adoption saine, c'est comment je m'assure que les solutions que je vais mettre en place respectent un certain nombre de principes, une éthique, une morale. Alors, il y en a certaines qui vont toucher à de la méthodologie, d'autres qui vont toucher à de l'outillage. Et ce que l'on souhaite en tant que société technologique, c'est de sensibiliser nos clients, nos partenaires sur cette thématique-là, de leur fournir les bonnes pratiques que nous avons travaillé avec des clients depuis maintenant un certain nombre d'années sur ces approches méthodologiques et un certain nombre d'outils pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes, tels que la non-discrimination des individus, la notion de transparence que nous considérons comme fondamentale, la notion de robustesse des modèles d'intelligence artificielle, un sujet qui pointe son nez de manière plus en plus significative, qui est la notion de frugalité. Comment je m'assure que les solutions que je vais monter respectent l'environnement. Donc ces quatre points-là sont fondamentaux pour nous. Alors, il y a cette notion d'éthique de l'IA et puis on va parler aussi des biais. Ouais. On va aborder en résumé, quand on parle de biais, c'est quoi le biais de manière générale ? Un biais ou un biais cognitif, c'est une interprétation qu'on peut considérer erronée qui va amener une conclusion et donc qui, dans le cas de l'intelligence artificielle, va potentiellement discriminer telle ou telle population, ce qui n'est pas forcément ce que l'on souhaite. La problématique, c'est qu'un individu a fondamentalement des biais. Il peut y avoir des biais de récence, des biais de confirmation. Vous connaissez peut-être le biais du survivant, où on va, en fonction d'un certain nombre de données qui vont être limitées, tirer un certain nombre de conclusions. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le machine learning, qui est une des parties de l'intelligence artificielle qui a émergé de manière significative ces 10 dernières années, il est fondamentalement basé sur des données. Et si les données que je vais utiliser pour faire mon modèle de machine learning intègrent ces biais-là, fondamentalement, le machine learning, l'algorithme, va apprendre de ces biais. Et il va en plus avoir la mauvaise habitude d'amplifier ces biais. J'aime bien utiliser l'expression que passer les biais cognitifs humains au machine learning, c'est les mettre sous stéroïdes. Pourquoi ? Parce que ces algorithmes-là, ils ont la force de trouver des signaux faibles, de trouver des corrélations. Pas forcément des causalités, mais des corrélations entre ces données-là. Et donc de les amplifier. On a vu plein d'exemples par le passé, malheureusement, où de données d'apprentissage progressif, des biais ont survenu et ont discriminé telle ou telle partie de la population. Comment vous faites, vous, finalement, on en parlera après de la possibilité ou pas de les éliminer complètement, mais justement pour essayer d'éviter ces biais au maximum. Déjà, le premier élément, c'est la prise de conscience. La prise de conscience que ces biais peuvent survenir. Donc, avoir sensibilisé à la fois les équipes et les développeurs, les data scientists, mais également avoir sensibilisé les lignes métiers qui vont utiliser ce type de technologie, et ça, c'est vraiment un élément important. Leur amener un certain nombre de méthodologies, de principes,
J'en dépeins la thématique de diversité dans les équipes. Alors ça peut paraître anecdotique, mais on le voit bien que dans les équipes de data scientists, c'est souvent un certain nombre de profils qui sont identifiés. Dans les données qui vont être collectées, c'est aussi souvent un type de profil, ou potentiellement. Et ensuite, c'est de leur fournir un certain nombre d'outillages qui va permettre, là où la technologie peut aider, de détecter des biais dans les jeux de données, dans les résultats des algorithmes, mais également de les atténuer. D'accord. Et donc c'est vraiment ces deux démarches-là qui sont importantes, la sensibilisation et le tooling qui va permettre de résoudre ça. Donc ce que je comprends bien finalement, c'est que tout le monde est concerné par le biais. Il ne faut pas seulement agir sur l'outil en tant que tel, mais il faut également essayer d'avoir un univers d'usage ou d'usager qui permettra de diminuer au maximum ces biais. Exactement, et le terme que tu utilisais est le bon, de diminuer, d'atténuer. Je pense qu'il est illusoire de vouloir supprimer les biais. Les biais existent, les biais peuvent être intéressants dans un certain nombre de cas. Ce qui est important, c'est de considérer qu'ils vont être là et d'être capable de les atténuer là où ça ne va pas être pertinent, là où ça ne va pas respecter un certain nombre de valeurs que l'on peut avoir sociétales, suivant le type, ou de l'entreprise de manière spécifique, en disant je ne vais pas envie de discriminer une population jeune, une population féminine, une population masculine, pour le modèle que je vais mettre en œuvre. Donc avoir cette vue holistique est extrêmement important. En fait, si je résume, ça veut dire qu'en fait, il faut s'attendre à ce que les biais ne disparaîtront jamais. Et cette notion, finalement, ce que vous pouvez faire, vous, c'est d'être accompagné de manière globale pour justement avoir conscience des biais et être accompagné pour essayer de les diminuer. Exactement. Et on est exactement. C'est un peu votre métier, mais au quotidien, comment ça se fait? Vous conseillez les gens, vous les accompagnez, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs approches. Il y a une approche vis-à-vis des clients et vis-à-vis du marché, donc dans une approche de sensibilisation qu'on a eu très tôt. J'ai à l'esprit un pitch qu'a fait notre ancienne PDG en 2017 à Davos, où elle est arrivée en explicitant cette notion de l'intelligence artificielle va être de plus en plus critique pour vous, entreprise, pour être capable de valoriser la donnée que vous allez produire, que vous allez collecter, mais garder à l'esprit cette thématique éthique. Et elle a fait tout son pitch à Davos sur ce sujet-là. Donc il y a cette notion de sensibilisation pour les clients d'eux-mêmes et également de les accompagner dans, j'ai décidé de mettre en œuvre cette solution-là. Comment, sur le cycle de vie de mon modèle, et c'est bien j'ai décidé d'en faire un, je collecte des données, je le mets en œuvre jusqu'au décommissionnement, je vais m'assurer que celui-ci va avoir le moins de biais possible dans toutes ces phases. Et de leur fournir, dans un certain nombre de cas, le tooling qui peut les aider, qui peut accélérer, qui peut contrôler, monitorer cette partie-là. Et pour terminer cet entretien passionnant sur le biais, parce qu'on voit bien qu'il faut avoir conscience que finalement le biais est quelque chose d'éternel, il faut juste essayer de l'atténuer, voire des fois même de l'utiliser, parce qu'il peut être intéressant. Quelle posture on doit avoir finalement par rapport à tout ça? Au fil de ces dernières années, j'ai considéré que la meilleure posture à avoir, c'est une posture d'humilité. C'est de dire que je sois une petite organisation, une grande organisation, une ESN qui va mettre en place, je dois prendre en compte cette notion d'éthique dès la conception. Et j'aime bien utiliser le terme éthique by design. C'est dans la phase de conception, dans la phase de réflexion, je dois considérer que potentiellement ça va m'arriver. Et donc de mettre tout en œuvre pour essayer d'atténuer ça. Pourquoi ? Parce que même en tant que citoyen, en tant que consommateur, potentiellement demain je vais devoir, et je le fais déjà aujourd'hui, interagir avec des modèles d'intelligence artificielle. Je vais souhaiter que ceux-ci ne me discriminent pas. Donc moi, concepteur, moi, exploitant, personne qui met en œuvre ce type de technologie, j'ai le même souhait, ou je dois avoir le même souhait. Et donc cette notion d'humilité est importante parce que ça c'est arrivé, et ça pourra encore probablement arriver à des grands groupes, à des grandes sociétés sur cette thématique-là. Très belle conclusion. Merci Vincent. Merci à toi. Merci à vous, et on se retrouve tout de suite pour une autre séquence. On continue notre matinée spéciale Cloud Week autour de l'innovation et comment le cloud est au service de cette innovation. On va parler d'un sujet extrêmement passionnant qui est le cloud quantique. Avec nous, on a Valérian Gies qui est cofondeur de Candela. Bonjour Valérian. Bonjour. Et on a Mourad Beji qui est responsable plateforme et solutions chez Pascal. Bonjour. C'est parti Mourad, expliquez-nous un petit peu chez Pascal, quelle est votre approche vis-à-vis du cloud ? Alors le cloud est vraiment au cœur de notre stratégie chez Pascal. C'est un modèle qui fait aujourd'hui ses preuves. Donc, qui permet de rendre plus accessible et plus facile d'usage les différents services et technologies de calcul qui sont dessus. Nous, cette accessibilité, elle est très très importante pour nous parce que les technologies quantiques,
sont encore très nouvelles et très complexes d'utilisation. Donc le cloud, c'est aussi un environnement où on a tous ces services, toutes ces technologies au même endroit. Donc on peut espérer avoir des synergies entre ces différentes ressources. Par exemple, dans le quantique, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui sont hybrides entre du classique et du quantique. Et donc dans le cloud, on va avoir accès à des ressources quantiques, mais aussi à des ressources classiques pour faire tourner ces algorithmes. Et est-ce que vous avez d'autres applications qui permettent finalement d'accélérer certains process? Des applications quantiques? Oui, je sais pas moi, la R&D, comment vous fonctionnez par rapport à tout ça? Alors, nous, notre plateforme cloud, on l'utilise en interne et en externe. Chez Pascal, on a vraiment une approche qui est full stack. Donc, le programmer des ordinateurs quantiques, c'est pas comme programmer des ordinateurs classiques. C'est assez différent. Donc, en plus de fabriquer du hardware, nous avons aussi des équipes de R&D qui développent des applications. Donc, pour ça, on travaille avec des clients, avec des acteurs industriels, pour identifier et résoudre des problèmes intéressants pour eux. Donc, dans ces clients-là, on a par exemple on travaille dans les secteurs de l'énergie, de la finance, de la chimie, parmi d'autres, quoi. Donc en fait, vous êtes en collaboration avec ces gens-là justement pour faire des solutions, je suppose, qui correspondent à leur métier. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Exactement. Donc c'est un peu, pour l'instant, c'est encore un domaine qui est très nouveau. Donc ce qu'on fait, c'est un petit peu de la R&D collaborative avec ces clients-là. C'est des projets vraiment d'innovation. Et le but, c'est de développer des solutions qui leur correspondent, mais ensuite qui puissent aussi correspondre à d'autres acteurs du même secteur. Donc le but, comme dans les services classiques, c'est de partir de cette innovation, de cette recherche, pour aller petit à petit vers des solutions qui sont un peu plus clés en main. On verra des exemples après. Valérian, pour vous, quelle est votre approche par rapport au cloud chez Candela? Candela s'appuie sur 20 ans de recherche au plus haut niveau, dans des laboratoires de recherche, pour mettre et brancher dans le cloud une nouvelle génération de processeurs quantiques où on vient utiliser la lumière et exploiter finalement tous les aspects quantiques disponibles. Très concrètement, aujourd'hui, on est capable en fait de générer des petits processeurs qui viennent sécuriser les informations sur le cloud. On est capable de générer des clés quantiques et grâce à ces clés quantiques qui sont certifiées par la quantique, c'est-à-dire vraiment un nouvel aspect de la formation, on vient utiliser ça pour renforcer, rajouter une couche de sécurité aux informations, pour les communications, pour le stockage des données. Et donc on a déjà une collaboration en cours, en discussion, avec OVH Cloud pour sécuriser, grâce au processeur quantique de Candela, les données dans le cloud. Passionnant ça, parce que du coup, en fait, vous avez du coup une rapidité et une efficacité qui doit être démultipliée. Oui, alors après, plus on augmente la taille des processeurs, plus on va avoir de nombreuses applications. Aujourd'hui, on explore de nombreuses applications dans le machine learning quantique, qui vient en fait se différencier du machine learning qu'on connaît bien aujourd'hui, qui tourne sur des processeurs classiques. Grâce au machine learning quantique, en fait, on est capable de faire apprendre des modèles beaucoup plus rapidement, avec moins de données, pour des applications en fait très concrètement où les données sont chères. Lorsque vous avez besoin de faire apprendre à votre ordinateur, votre processeur, un modèle, vous allez avoir besoin de données d'apprentissage. Pour certains use cases, ces données d'apprentissage sont très inaccessibles. C'est là où le quantique vient révolutionner ces industries en permettant d'apprendre des modèles avec très peu de données. En résumé, finalement, pour tous les deux, je crois que c'est la même chose. La couche quantique, je m'exprime comme je peux, mais la couche quantique vient apporter quelque chose, je dirais, de nouveau au cloud, voire améliorer aussi bien d'un point de vue, je dirais, technique et autres, que d'un point de vue usage. Oui, tout à fait. Donc les technologies quantiques en général, c'est aujourd'hui le futur du calcul à haute performance. C'est aujourd'hui considéré comme voilà, un nouveau moyen de résoudre ces problèmes qui sont complexes d'un point de vue de calcul et qui sont très difficiles à résoudre pour des processeurs classiques. Donc aujourd'hui, nos clients se tournent souvent vers des supercalculateurs pour résoudre ce genre de problème. Nous, notre but, c'est d'apporter donc des processeurs qui sont plus puissants et au final meilleurs en termes d'énergie et de consommation énergétique et de prix par rapport à ces supercalculateurs qui existent aujourd'hui. Et donc le but, c'est de les mettre sur le cloud pour rendre toute cette puissance de calcul disponible et accessible. Donc en plus, je dirais cerise sur le gâteau, on a en plus le côté RSE qui fait qu'on va être moins consommateur d'énergie et quelque part on va répondre à cet enjeu qui est extrêmement important, qui est le cloud responsable. Oui, ça s'explique très simplement. Aujourd'hui, des calculs complexes vont prendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour trouver une solution. Grâce aux ordinateurs quantiques, on va avoir la solution en quelques secondes, avec une consommation d'énergie beaucoup moindre.
Donc finalement, on va être capable de l'énergie dépensée pour faire un calcul est de plusieurs millions, voire plusieurs milliards fois beaucoup plus petite, et beaucoup plus efficace. Donc on ne parle pas juste d'une incrémentation technologique, on parle d'une révolution technologique. Aujourd'hui, des plus grands acteurs du cloud se positionnent sur le quantique. On peut citer Google, AWS, Azure, et en France, on a OVH qui est en train de marquer le tournant. Aujourd'hui, on retrouve les solutions de Candela et de Pascal sur le catalogue d'OVH. Donc, c'est une vraie révolution qui est en marche pour les années à venir. Donc en fait, vous êtes approché par toutes ces personnes et je suppose qu'au-delà de cet aspect RSE, ils vous approchent également pour des questions d'efficacité, de rapidité. Et je crois comprendre finalement un champ des possibles qui finalement, est-ce qu'on le voit complètement aujourd'hui ou est-ce qu'il va être beaucoup plus large que ça? Non, absolument pas. C'est vraiment encore un domaine très nouveau et sur le côté applicatif encore plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes, y compris Pascal, qui ont cette approche qui est vraiment full stack, qui décident de développer des applications. Parce que c'est bien beau d'avoir ces processeurs, mais il faut savoir comment faire. Donc aujourd'hui, le champ des applications est complètement ouvert. Alors on va parler d'exemples justement, hein. Je vais vous demander à tous les deux de nous donner, on va commencer avec vous Mourad, un petit peu des exemples et puis surtout les avantages que ça apporte de manière très très concrète. Ouais. Alors soit vous pouvez citer les marques ou pas, peu importe, mais en tout cas des exemples. Donc, comme je vous disais, les problèmes qu'on cible aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont complexes d'un point de vue du calcul. Et pour lesquels les gens utilisent plutôt des supercalculateurs aujourd'hui. Donc dans les verticales dans lesquelles nous travaillons, je peux vous donner quelques exemples. Dans l'énergie, par exemple, on a un projet en ce moment dans lequel on utilise du machine learning quantique pour gérer la complexité croissante des réseaux de distribution d'électricité. Donc c'est des réseaux qui sont aujourd'hui de plus en plus complexes, qui changent de forme parce qu'il y a des nœuds qui tombent, parce qu'il y a des connexions qui se font, qui se défont. Et donc il faut être capable de calculer rapidement et en temps réel certaines propriétés de ces réseaux. Et donc les supercalculateurs aujourd'hui ont du mal à suivre la complexité croissante de ces réseaux. Donc ça c'est un exemple. En finance, avec le Crédit Agricole par exemple, nous développons des algorithmes d'optimisation quantique pour faire de la gestion de risque. En chimie aussi, on développe des algorithmes de classification de graphes pour prédire l'activité moléculaire. Donc voilà, on a vraiment un univers des possibles qui est aujourd'hui encore inexploré. Toujours via le cloud, on est d'accord. En fait, finalement, le cloud est une base qui vous permet d'aller beaucoup plus vite Oui. aussi. Alors, pour l'instant, c'est des projets de R&D collaboratifs. Donc, on a travaillé beaucoup sur la partie application. Et ensuite, la partie exécution se fait via le cloud, oui. Et très concrètement, les ordinateurs quantiques sont quand même des technologies qui coûtent cher. Et le cloud a cet avantage de les rendre accessibles, puisque en fait, ça permet à des utilisateurs finaux d'acheter 1 heure, 2 heures, une journée de temps de calcul sur le cloud, sur un des ordinateurs quantiques à l'usage, et finalement de démocratiser cette technologie qui est émergente. Comme elle est émergente, c'est issu d'années de recherche, elle coûte forcément cher, hein, on est sur une technologie de rupture, et donc le cloud c'est une vraie opportunité pour la société, pour aller plus vite dans les usages, et également pour nous, pour pouvoir collaborer plus facilement avec des partenaires industriels. Nous aussi, très concrètement, aujourd'hui, on discute, on travaille avec l'Agence spatiale française, l'ONERA, pour que eux utilisent nos machines cloud hébergées chez nous et optimiser en fait les moteurs de fusée. On est dans un contexte en plus de sobriété, de résilience énergétique. Il faut essayer de modérer la consommation des fluides qu'on va mettre dans une fusée. Et très concrètement, ça se fait via l'ingénierie des moteurs de fusée. Est-ce qu'on peut réduire la consommation, optimiser la consommation des propulseurs pour aller dans l'espace? C'est un sujet maintenant et ça se passe sur les processeurs disponibles chez Candela. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur le cloud, la plupart des grands acteurs industriels sont aujourd'hui déjà sur le cloud. Nous, les algorithmes qu'on développe, au final, ça va être des briques qui vont venir se mettre dans un ensemble plus grand, qui est leur système d'information. Et donc, si ce système est déjà sur le cloud, c'est quand même beaucoup plus facile d'intégrer nos briques logicielles si elles sont accessibles via le cloud. Un booster, en fait. Vous êtes les boosters au niveau de... Un accélérateur. Voilà. Vous avez un autre exemple, Valérian, un petit peu d'application de toutes ces technologies et comment finalement vous arrivez à aider nombre d'entreprises? Oui, alors on travaille sur de nombreuses applications. Je ne peux pas forcément citer toutes les marques, mais on va faire du travail d'optimisation, ce qu'on appelle d'affectation de voies avec des entreprises ferroviaires, par exemple, pour optimiser en fait et fluidifier le trafic des trains. Aussi très concrètement, on va travailler sur la composition de nouveaux matériaux, de nouveaux polymères, les faire plus solides et plus légers,
toujours dans un contexte de réduction de la consommation d'énergie, mais également du vieillissement des matériaux. Comment prédire le vieillissement des matériaux pour faire en sorte d'avoir une meilleure longévité des polymères? C'est vraiment des sujets, comme vous dites, très RSE. Maintenant, les préoccupations des industriels, c'est prolonger la durée de vie du matériel avec des consommations d'énergie moindres. Et le quantique vient répondre à ces besoins. Via le cloud, comme on l'a dit au départ. J'aimerais vous entendre pour terminer sur finalement vos actes pour demain, comment vous vous projetez par rapport à demain, pour nous donner un petit peu des perspectives de là où on va aller. On va commencer avec vous, Mourad. Nous, concrètement, on est aujourd'hui sur notre plateforme cloud qui est hébergée chez OVH. On a une première machine qui était dessus, qui était un prototype de recherche. À partir du mois d'octobre, nous allons ouvrir notre plateforme au public. Et à partir d'ici la fin de l'année, donc en novembre ou en décembre, on va brancher la première machine qui est vraiment industrielle, qui va être dédiée à ça. Donc dédiée à un public qui est un peu plus large, qui n'est pas forcément un public avec lequel on fait de la R&D collaborative, mais qui va pouvoir commencer à utiliser des solutions qui ont été développées. Donc on est en totale ouverture en fait. Alors ça va quand même être, ça va quand même cibler des industries, des grosses industries qui ont ce genre de problème. Tout le monde n'a pas ce genre de problème. En vrai, il y a plein de problèmes pour lesquels un ordinateur classique marche très très bien. Okay. Ces gens n'ont pas besoin d'ordinateur quantique. Mais voilà, sur ces problèmes qui sont vraiment complexes, on va être un peu plus en ouverture vers ces entreprises. Ensuite, donc un des éléments qui définit la capacité d'un ordinateur quantique, c'est le qubit. Et le nombre de qubits est aujourd'hui très important. Donc sur cette machine de première génération, on va avoir entre 100 et 200 qubits. Et nous sommes en train de faire donc, beaucoup de recherches pour les futures générations. Et l'année prochaine, normalement, nous allons atteindre les 1000 qubits. Donc on a un nouveau prototype utilisant une technologie légèrement différente, sur lequel on arrive à atteindre 300 qubits aujourd'hui et qu'on pense pouvoir pousser jusqu'à 1000. Et en termes de vision, ça donne quoi pour le futur? Parce qu'on voit que ça va très vite finalement. Oui, en termes de vision, c'est l'objectif à atteindre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'avantage quantique. Donc c'est le moment à partir duquel les processeurs quantiques sont vraiment imbattables comparés à des processeurs classiques. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Les algorithmes qu'on développe arrivent à atteindre d'excellentes performances par rapport aux processeurs classiques, mais on ne les bat pas encore. Et c'est en partie dû à cette capacité qui est aujourd'hui encore difficile à augmenter. Et voilà, donc normalement, avec cette nouvelle génération, on devrait atteindre cet avantage quantique, donc ce moment à partir duquel les supercalculateurs ne pourront plus tenir le... La dragée est haute. Alors, Valérian, comment vous agissez pour le futur et puis votre vision, pareil? Nous, très concrètement, l'année 2022 était très remplie. Depuis le début de l'année, notre solution, notre langage de programmation avec le simulateur quantique en cloud est disponible sur la plateforme OVH, donc déjà ouverte à tous. À partir du mois de septembre, on va ouvrir aussi le cloud Candela. Derrière, il y a déjà cette solution de sécurisation des données en utilisant le générateur quantique de nombres aléatoires, donc de clés ultra sécurisées. Et là, en fait, on voit déjà un avantage quantique puisqu'on a une application que seul un processeur quantique peut faire et qu'un ordinateur classique ne peut pas faire. L'aléa est très mal géré par le classique. Et dès le mois d'octobre, on va ensuite brancher nos processeurs quantiques avec des applications sur le machine learning. Et d'ailleurs, j'en profite pour communiquer sur le fait que début novembre, on organise un hackathon ouvert à tous, principalement aux étudiants dans le quantique, qui se tiendra donc à Paris, et en collaboration donc avec OVH. Et dans le cadre de ce hackathon, on pourra en fait réaliser des applications sur nos processeurs quantiques via cloud. À Sorbonne Université. Ça sera à Sorbonne Université. Voilà. Et votre vision pour le futur? Moi, la vision, c'est vraiment dans le sens où notre génération a quand même de nombreux challenges à faire face. On a parlé de sobriété énergétique, on a parlé d'efficacité, et je pense que la technologie va permettre de, en partie, résoudre ces challenges, et le quantique va avoir une place centrale au cœur de ça. Ça nous tient à cœur chez Candela d'être un acteur principal dans cette révolution. Merci à tous les deux, j'ai tout compris, donc ça veut dire que c'était extrêmement intéressant et surtout très précis. Merci à tous, c'est fini pour la première journée de la Cloud Week Paris 2022. On se retrouve demain pour le Cloud de confiance et après-demain pour le Cloud responsable. Merci à tous.